Le bonheur, non. On peut dire que le bonheur, c'est égal à la liberté, à l'égalité et à l'harmonie. Est-ce que ça vous irait? Non? Je ne sais pas si vous connaissez un rapport mondial sur le bonheur. Vous avez déjà entendu parler de ça. C'est le World Happiness Report. Et il s'agit de mesurer le bonheur, en fait, dans différents pays. C'est un rapport qui est publié par un réseau mondial. C'est le réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies. Et il existe depuis 2012. Et ce rapport prend en compte, bien sûr, plusieurs indicateurs. Et parmi ces indicateurs, il y a le PIB, le produit international brut par individu, le produit intérieur brut, pardon, par habitant, par individu. Il y a le statut social, le soutien social. Il y a l'espérance de vie en bonne santé. Et il y a la liberté dans les choix de vie de l'individu. Il y a aussi la générosité que la personne perçoit et le faible niveau de corruption que la personne perçoit aussi. Et pour l'année 2024, vous savez ce qu'il en est sorti. À votre avis, quel est le pays qui est au top? Le premier pays qui est considéré comme étant, où les habitants se considèrent comme étant les plus heureux. Un pays de l'Est. Eh bien, vous savez, sans grande surprise, en fait, c'est la Finlande. C'est la Finlande qui, depuis 7 années consécutives, remporte la première position. Et ce sont les pays nordiques, effectivement, qui sont les quatre pays les plus, qui sont au top. C'est le Danemark, l'Islande, la Suède et la Finlande en premier. Et parmi la France, quel est le positionnement de la France selon vous? Sur 143 pays. La France est classée à la 27e position et les États-Unis 62e. 62e. Les- La France 27e, les États-Unis 62e. Et l'Afghanistan est le dernier pays. D'accord? Comment? Sans surprise. L'avant-dernier, avant l'Afghanistan, c'est le Liban. Ouais, non. Alors, pourquoi la Finlande est considérée par ses habitants comme étant un pays où les gens se sentent heureux? C'est parce que c'est le pays le plus égalitaire entre les sexes et celui où il y a une confiance, les gens se sentent en confiance par rapport aux institutions. Attends. Non, un échange. Voilà, un échange. On est dans un... Ouais. Hmm. Je disais simplement que la Finlande a une longueur d'avance.
sur tous les autres pays concernant, en termes d'égalité du genre, et que depuis toujours, ils ont cultivé cet état d'esprit. Mais quand je dis longueur d'avance, ça fait des dizaines et des dizaines d'années que le genre et c'est une éducation depuis la petite enfance. Et donc, ils ont grandi avec ça. Les femmes ont toujours eu des places d'élite comme les hommes dans les autres cultures. Cette notion de bonheur, et c'est un ressenti individuel en tant qu'individu, mais c'est si important qu'à un certain moment, cette notion va apparaître dans les textes constitutionnels. Et l'un des textes constitutionnels dont nous connaissons l'existence est la Déclaration d'indépendance des États-Unis, d'accord? Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que cette déclaration d'indépendance, elle intervient dans l'histoire quand on a une population qui se démarque de la monarchie. Hein? Parce que et c'est comme ça que la démocratie se met en place. Et la déclaration d'indépendance, c'est le premier texte constitutionnel de l'histoire qui va énoncer des droits universels et inaliénables. La citation numéro 1 nous dit ceci, c'est la déclaration d'indépendance. Elle nous dit, citation numéro 1, « Tous les hommes sont créés égaux », vous la connaissez, je le dis vite fait. « Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructif de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement en le fondant sur les principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur. » Bien sûr, avec notre regard moderne, nous constatons que dans ce texte, les femmes, les migrants, les milliers d'esclaves et d'hommes, enfin de noirs libres ne sont pas concernés. Mais à l'époque, c'était quand même une grande avancée. D'accord? C'était un texte qui concernait une élite masculine blanche à l'époque. Mais c'était une avancée en termes d'égalité, de compréhension en fait, parce que c'était des gens qui quittaient un système monarchique où ce qui était mis en avant, c'était l'inégalité. Et cette même idée de bonheur apparaît dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que nous connaissons. Je vais citer la citation numéro 2. Ça, c'est par rapport à la France. Je vais le citer quand même. Les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics, donc malheur en opposition à bonheur, et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Donc, ces valeurs que nous avons dans la Déclaration d'indépendance et dans la Déclaration des droits de l'homme, ce sont des valeurs qui sont portées par une philosophie. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette philosophie. D'où vient cette idée de liberté, d'égalité? Ça vient d'où?
Voilà. Ça, t'as dit quoi? Non, non, non. Je me l'ai dit. Ça vient de c'est la philosophie des Lumières. Et cette philosophie des Lumières, elle naît vers le 17e, la fin du XVIIe siècle, et elle va favoriser cette entrée de la notion du bonheur. Parce que ces valeurs sont les valeurs essentielles portées par cette philosophie. C'est la raison, le fait d'avoir un esprit critique, la liberté, l'égalité et le savoir, par opposition aux valeurs qui étaient portées par la monarchie et l'Église, qui étaient quoi en fait? La superstition, l'inégalité, parce qu'on avait un pouvoir dominant, les privilèges et l'oppression, d'accord? Et ça, par rapport au développement de l'histoire qui nous amène à l'époque à laquelle nous sommes actuellement, je trouve qu'il est intéressant de se rappeler ces choses-là. Et je ne sais pas pour vous, mais quand je lis la notion de bonheur dans la déclaration d'indépendance américaine, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec la deuxième bête qui se trouve dans Apocalypse, Apocalypse 13 à partir du verset 11. Et nous savons que cette deuxième bête, elle représente quelle nation? Les États-Unis d'Amérique. La troisième citation nous dit ceci. Elle avait, elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Et ces cornes symbolisent la jeunesse, l'innocence, la douceur. Elles représentent bien les États-Unis d'Amérique. Au moment où le prophète les voit monter de la terre en 1798. Parmi les croyants exilés qui s'enfuirent en Amérique pour se soustraire à l'oppression des rois et à l'autorité des prêtres, la monarchie, l'Église, plusieurs étaient déterminés à établir un État avec des largesses à base de la liberté civile et religieuse. Leurs aspirations ont été consignées dans la Déclaration d'indépendance qui proclame cette grande vérité: tous les hommes sont créés égaux et possèdent des droits inaliénables à la vie, à la liberté. C'est ce que nous avons vu. Cette citation est tirée de la Tragédie des siècles, 478.1. Donc, nous avons c'est bon? Alors, non, je vais y aller. Oh, j'ai du mal, hein. Oui, attends. Voilà, et voilà. Alors, voilà. Donc, nous avons 1798, oui, d'accord? Et en 1798, nous avons la naissance des États-Unis, naissance États-Unis, je vais mettre USA, et la déclaration d'indépendance. Oui, c'est avant. Mais je vais placer ici la déclaration d'indépendance. Parce que je l'associe à la naissance des États-Unis par rapport à la citation, en fonction de ce qu'elle dit. Et la déclaration d'indépendance met en avant l'égalité, la liberté et la recherche du bonheur. Je vais mettre bonheur, recherche bonheur. Parce,
Oui, on peut mettre la Constitution, mais je veux m'arrêter sur, c'est pas parce que je voulais m'arrêter sur ces trois points, égalité, liberté. Oui, je comprends, mais en même temps, si tu prends la citation pour montrer la naissance des États-Unis, la naissance des États-Unis et les Whites, elle l'associe à ces deux documents aussi. Oui, 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 mais là, tu vois, tu as la suite, la, Voilà, tu c'était l'as dans juste la pour... suite, hein, voilà. Ah, pardon. Je disais que si Muriel elle prenait la citation TS 478.1 et elle notait la naissance des États-Unis, dans cette citation, il est parlé de deux documents Entiendo. voilà, c'est pour ça que je... Oui, tout à Aussi, fait. aussi. Dina Et- disait Apocalypse 13 aussi. oui. Et si vous voulez, je mets Constitution aussi. La citation nous le dit, hein. Mais c'est parce que je pars de bonheur et que la notion de bonheur, je la trouve dans la Déclaration d'indépendance. C'est par rapport à ça. Et que nous dit Jean sur cette bête? Jean nous dit que cette bête, elle a deux cornes. Et qu'est-ce qu'elle fait? Attends. Vous pouvez prendre le texte, hein? Que fait cette bête? Elle parle comme un dragon, c'est pas ça? Je vous laisse chercher parce qu'on a perdu l'habitude de chercher dans la Bible. Hein, on est juste spectateur souvent, voilà. Mais que fait cette bête? Elle a deux cornes et elle fait quoi? Alors, elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Voilà, c'est ce que nous dit Jean. Et l'explication que Madame White donne de cette expression, de ce verset, elle dit que, dans la citation 4, elle dit que les cornes semblables à celles d'un agneau et le langage du dragon chez cette bête indiquent une contradiction frappante entre la profession de foi et les actes de la nation qu'elle représente. Et elle rajoute, c'est par ses lois et par ses décisions judiciaires qu'une nation parle, et c'est par ces mêmes organes que la dite bête démentira les principes libéraux et pacifiques qu'elle a mis à la base de la chose politique. Je termine ici ma citation. Publique, pardon. Publique. C'est TS 479.1. Je ne lis pas toute la citation, vous pourrez la lire si vous voulez. Donc en fait, elle nous dit que cette bête, elle va contredire les éléments qui sont mis en place dans cette fameuse déclaration. Et l'ancienne Thèse va nous donner encore d'autres informations. Je vous invite à prendre la citation numéro 5 qui dit « Je suis convaincu, lorsque nous comprendrons complètement la loi du dimanche, quand nous vivrons à travers elle, nous regarderons en arrière avec une plus grande clarté que celle dont nous disposons actuellement, et nous verrons cette progression pas à pas aux États-Unis. Les États-Unis ne parleront pas comme un dragon dans un espace vide. Ces choses suivent une progression successive. » Donc, cette citation nous permet de dire que le fait de parler comme un dragon correspond à la loi du dimanche. C'est-à-dire qu'à cette balise, en fait, les États-Unis, on l'a dit tout à l'heure, ils vont émettre une contradiction entre leur profession de foi et leurs actes. C'est-à-dire aussi qu'ils vont prôner le fait que tous les hommes sont créés égaux et possèdent des droits inaliénables, on l'a vu, mais en réalité, ils vont
agir à l'inverse de la liberté, à l'inverse de l'égalité, et dans le fait d'empêcher le bonheur. Donc, si on retourne ici, donc ici, on est en 1798, on arrive à la LD. Muriel, ne serait-ce pas l'empêcher le bonheur pour une catégorie de personnes? Comment tu le vois? Reprends, je n'ai pas compris. Parce que tu dis que cette bête qui parle comme un dragon, elle va professer des choses qui sont à l'encontre de... Elle va agir à l'encontre de sa profession de foi et elle va empêcher le bonheur. Mais elle va empêcher le bonheur pour une catégorie de personnes ou pour tout le monde, selon toi? Pour une catégorie de personnes. Mais on va le voir après. On va rentrer plus en détail en quoi ça consiste, le fait d'empêcher le bonheur. Donc, je mets sur cette ligne-là, donc on est en 1798 où on a la déclaration d'indépendance qui prône l'égalité, la liberté, la recherche du bonheur. Et à un moment donné, selon la citation et les éléments que vont nous donner Madame White et l'ancienne Tess, on va arriver à une balise qu'on appelle dans l'adventisme la loi du dimanche, et cette balise correspond au fait de parler comme un dragon, et le parler comme un dragon, c'est prôner quelque chose, mais agir à l'inverse. Prôner, mais agir à l'inverse. Prôner une idée. Mais faire l'inverse. D'accord? Et ce que je trouvais intéressant dans la citation, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qu'est-ce qu'elle dit en fait, Tess? Alors, elle met la notion de progression. Qu'est-ce qu'elle met encore? On peut remettre la citation numéro 5. On voit la notion de progression. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Marie-Danielle, qu'est-ce qu'on voit d'autre dans la citation? Oui, progression, pas à pas. Espace vide. Alors, comment tu comprends espace vide? Quand elle dit « Les États-Unis ne parleront pas comme un dragon dans un espace vide », espace vide. Alors, tu dis quoi? Translise. Il y aura une certaine résonance pour une certaine catégorie de personnes. Il y aura une certaine... Ok, d'accord. Ensuite, c'est Elisa, je crois. Attends. Moi, dans un espace vide, je comprends ça. Ça vient pas de nulle part. Il y a quelque chose qui va mener à. Enfin, c'est pas d'un seul coup, il parle comme un dragon. Ça me fait penser à des événements qui nous conduiront à voir. Enfin, voilà, ça me fait penser à ça. Par rapport notamment à la loi du dimanche, quand on en parle, on voit les éléments. Comment ça s'appelle? Précurseurs? Je crois que c'est ça. Dina. Je voulais juste rebondir sur la remarque de France Lise qui disait
une résonance pour une certaine catégorie de personnes. Et je disais, je ne sais même pas si c'est pour une catégorie de personnes seulement, je pense que c'est pour toute personne. Alors, il y aura une résonance différente suivant là où on se positionne, mais il y aura une résonance pour tous, quoi. OK. Alors, moi, la notion d'espace vide, je vais le relier à la notion de progression. Mais pour cela, on comprend que les choses ne vont pas arriver du jour au lendemain et de façon aléatoire. Il y a un processus qui va s'enclencher à un moment donné, et qui dit processus dit progression, chemin, cheminement. Ce qui nous amène à la citation 6, c'est toujours l'ancienne thèse qui parle. Elle dit, la citation 6 dit, quand nous arrivons en 2014, il ne s'agit pas de Daniel 11, 41, de la même manière que le décret de mort, de la même façon que celui des 144 000, n'est pas un décret de mort maintenant pour les prêtres. On est en 2020 quand elle dit ça. Ce n'est qu'une ombre de celui-ci, si vous pouvez comprendre ce type de parabole. Elle dit 2014 pour les prêtres, qui est un roc solide qui se tient seul, la ligne de réforme, 2014 comme étant la loi du dimanche. Si nous faisons un pas en arrière sur la ligne des 144 000 et que nous regardons à l'image générale que Dieu essaie de nous montrer, est-ce qu'il nous montre les étapes qui conduisent au verset 41? 2014 devient une étape clé dans ce processus, 2019 une autre étape clé, 2021 également. C'est le processus des événements qui nous conduisent à Daniel 11, 41. C'est pour cela que nous ne trouverons pas toutes les caractéristiques de la loi du dimanche au verset 41, du verset 41 en 2014. D'accord? Donc, dans cette citation, dans cette vidéo, vous avez les références en bas, hein, c'était en 2020, et c'est la transcription, le message et son développement divin. Vous pourrez y retourner si vous voulez. Dans cette vidéo, elle nous dit, on retourne dans les fractales en fait, et elle nous fait comprendre que la fractale, c'est une ombre de l'événement en lui-même. Elle n'a pas toutes les substances de la chose, c'est une parabole. D'accord? Donc, cette parabole, 2014 est une parabole, 2019 est une parabole, enfin, et 2021 aussi, d'accord? Elle nous invite vraiment à regarder en arrière pour voir cette progression et comprendre en quoi consiste le fait pour les États-Unis de parler comme un dragon. Et ce fait ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Donc, on a ici 2014. On a aussi ici 2019. On a quoi après? On a aussi 2021. Et ici, j'aurai quoi? Je ne vais pas mettre de date pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a ici, là? On a la LD. Mais c'est quelle LD? Daniel 11, 41. Est-ce que c'est bon? Mais toutes celles-ci, ce sont des LD aussi. Mais celle-là d'LD en particulier, celle-là, c'est la vraie. T'as dit quoi? Comment vous formulerez ça? 2014, c'est quoi? J'ai déjà lu une citation, on a lu une citation tout à l'heure qui dit... Non, prenez le micro pour parler, que tout le monde entende. C'était dit le décret de mort, c'est pas ça? Non.
parler. Levez la main parce que sinon, Essaline, Non, non, c'est bon. Non, mais il faut échanger. Quelle est hein. donc ta question? Qu'est-ce que 2014 ou Daniel Oui. 1141, la LD? Ah non, pas Daniel 1141. Je suis allée ici, là. Je vous ai montré cette balise-là. Et je Ok. vous ai demandé, c'est quoi en fait cette balise-là, en fonction de tout ce qu'on a vu précédemment. 2014 est un roc solide. Et c'est la première étape, en fait. C'est la première étape qui va nous conduire. C'est la première étape qui va nous conduire, on va dire, si on peut faire ça, à la grande LD. Oui, mais j'ai pas entendu puisque vous parlez. Précurseur et première étape, je ne sais pas si j'aurais dit pareil. Tu vois? Parce que précurseur, c'est vrai, mais c'est la notion de début de quelque chose. Première étape. Merci. Est-ce que tu veux faire aussi intervenir la notion d'ADN? Tout est déjà oui, dans. oui, on peut l'exprimer comme ça aussi. On peut l'exprimer comme ça aussi. Je veux aller dans une autre citation, la citation. Parce que Dina, elle a dit précurseur et toi, tu dis première étape. C'est quoi la différence pour toi? Quand tu dis précurseur, qu'est-ce que tu entends par précurseur? Pour moi, ça va dans le même sens que le terme de première étape, parce que pour moi, un précurseur, c'est celui qui annonce, celui qu'on veut mettre en relief. Donc, pour moi, ça fait. Peut-être qu'il y a Oui, mais juste il y a une petite nuance pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Isaline, tu me diras ce que tu en penses. Oui, précurseur, c'est avant, mais première étape, c'est aussi avant. Mais dans la notion d'étape, je vois la notion de progression. C'est ça que je veux mettre en avant. Tu vois? C'est pour ça que quand je fais cette ligne-là où je mets les différentes lois du dimanche en lien avec les fractales, c'est les lois du dimanche des différentes fractales dans la ligne des prêtres, dans la ligne des lévites, dans la ligne des nétiniens, nous conduit, ce sont des étapes qui vont nous révéler, nous montrer quelque chose sur un événement qui va arriver. Certes, c'est précurseur puisque c'est avant, mais c'est la notion d'étape que je veux mettre en avant. Moi, quand Dina elle a dit précurseur, j'entendais aussi, alors je ne sais pas si je me trompe Dina, hein, j'entendais aussi le fait que dans cette loi, première loi du dimanche, il y avait déjà l'ombre de la grande, donc de celle de Daniel 11:41. Je ne sais pas si c'est l'idée que tu avais. Oui, tout à fait. Mais je veux dire que comme tu veux t'arrêter sur le terme étape parce que tu veux souligner la notion de progression. C'est Donc, ça. je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Mais les deux ne sont pas Oui, antinomiques. c'est pas faux. c'est Mais pas c'est faux, juste que tu veux aller plus loin. Ah oui, non, c'est pas faux, bien sûr. Ah ben bien sûr. Vous pouvez participer. Hein. Excusez-moi, je vous ai pas. Oui, mais vous pouvez y aller. Est-ce qu'on peut aller à la citation sur le Zoom? Oui, sur le Zoom, vous pouvez. Hein. En 2020, l'ancienne thèse nous dit fait une citation, la citation 7, oui, elle dit si les adventistes, là on est en train de construire quelque chose, hein, si les adventistes atteignent la balise de la loi du dimanche, cela n'aura aucune valeur, à moins qu'ils ne voient les étapes qui nous ont conduits à la loi du dimanche, en interne dans ce mouvement et en externe aux États-Unis.
Ces lignes, donc les lignes de réforme, et ces histoires en externe sont conçues pour nous montrer la séquence des événements. 2014, selon votre vision, est soit cette loi du dimanche pour les prêtres, où il s'agit du premier des 4 événements qui nous mènent au 4e événement de la loi du dimanche. D'accord? C'est une citation de Tess. Lisa. En gros, soit tu peux le voir comme la fin d'une ligne, ou alors une continuité. Si tu fais une ligne continue, tu peux voir la progression. C'est ça en fait. Parce que dans le sens, c'est soit la loi du dimanche pour les prêtres, donc en gros la fin de leur ligne quasiment. Donc dans ce cas-là, on va avoir plusieurs fins de lignes avec des lois du dimanche. Ou si tu regardes la ligne depuis le temps de la fin de 1989 comme étant une seule ligne, tu peux voir différents événements. Ces 4 événements qui sont tous des lois du dimanche qui vont conduire à la loi du dimanche. Voilà, de Daniel 11, 41. Et donc, dans ce qu'elle dit, on comprend que pour comprendre cet événement, tant attendu dans l'adventisme, loi du dimanche, Jean-Luc, depuis que tu es tout petit, tu entends parler de cet événement-là. Hein? Fais des cauchemars. Non, parce que tu sais, c'est important que ceux qui sont sur Zoom participent aussi à l'échange. Oui, mais bon, c'est juste une aparté. C'est pas grave. Je disais, on en a tellement parlé que ça m'a fait même faire des cauchemars parce qu'on en parlait tellement à l'église que petite, je faisais des cauchemars quand j'étais couchée dans mon lit. Voilà. Donc, pour comprendre donc, cet événement, il nous faut... nous avons des éléments en interne dans le mouvement, des outils en interne. Est-ce que vous pouvez me citer quels sont les outils en interne que Dieu nous a donnés pour comprendre cet événement? Sur Zoom, vous pouvez vous exprimer. Hein? Sans entrer dans les détails, juste me citer comme ça. En interne, qu'est-ce que Dieu a fait? Floranie, tu pourrais nous donner quelques outils. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous puissions comprendre cet événement? Non. J'ai dit outils. Donc déjà, ça vous aide déjà parce que j'ai dit outils. Eh bien, la base, c'est la façon d'étudier. Et la méthodologie. Donc, tu as dit quelque chose là. Dieu nous a donné des outils, Dieu nous a donné une méthodologie pour comprendre. Mais alors, est-ce qu'on peut donner plus de détails en termes d'outils? Alors, il y a déjà la notion de fractal, là, on a vu. Mais qu'est-ce que Dieu nous a donné encore? Alors, nous avons les fractales. Je mets donc, Dina a dit la ligne de progression. Moi, ce n'était pas un outil. Je voulais poser une question à Muriel. Quels sont les outils que Dieu nous donne en interne pour qu'on puisse comprendre cet événement? Tu voulais parler? Moi, je voulais dire la répétition, mais en fait, ça représente aussi les fractales. En fait, quand tu parles de la loi du dimanche, pour comprendre l'événement, c'est ça? Oui. Le fait qu'il y ait les 4 étapes en question, ça me fait penser à la répétition. Oui, d'accord. La répétition et l'élargissement. Et du coup, ça te permet de comprendre la dernière balise. Répétition, élargissement, pardon. Alors. Vous voyez, hein, répétition. C'est pas... Qu'est-ce que Dieu vous a donné dans le mouvement? Parce que Tess, elle nous dit que l'adventisme ne peut pas comprendre cet événement-là. Mais entre guillemets, hein? Mais vous en interne dans le mouvement, Dieu vous a donné des outils. Vous m'avez parlé de méthodologie, je comprends. Parce que moi, je vois Attends, j'ai pas fini. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Parce que, vous savez, moi, je trouve que parfois on utilise des mots, mais je ne sais pas ce que vous mettez dans les mots. On dit méthodologie, mais ça ne veut rien dire, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais comme tu as dit outils, c'est pour ça qu'on a répondu Méthodologie. méthodologie, chiasme, etc. D'accord. Donc, alors, c'est pas faux. Oui, bien sûr, tu as raison, Isaline, c'est pas faux. Alors, Dina, je termine et je te passe le micro. Parce que je répondrai, moi, on a eu une succession de messages, un développement de messages. Oui, moi, s'il faut répondre à ta question, j'enlève outils. Mais il y a aussi outils. Oui, d'accord, mais je veux dire que le mot outil, moi, ça me bloque. Donc, s'il faut que je réponde à ta question, je dirais plus il a enlevé les biais que j'avais sur la loi, ce qu'est la loi du dimanche, par rapport à ce que Dina disait, tout l'enseignement adventiste qu'on a eu. Oui. OK, et il m'a reformaté en me donnant un message en lien avec ma dispensation. D'accord. Oui. Mais ça, c'est vrai. Est-ce qu'on pourra s'exprimer sur le Zoom? Oui, vous pouvez vous exprimer. Alors, sur le Zoom. Sur le Zoom, on s'exprime un petit peu. Comme dit Chimène, ce sont les messages. Et moi, ce qui m'a retenu le plus, c'est la nature de l'homme avec ce qu'était le péché. Voilà. Et effectivement, comme l'a dit Chimène, les biais. OK. Donc, je mets nature de l'homme. Nature de l'homme. Donc, je vais mettre biais. C'est en lien avec la nature de l'homme. OK. Qu'est-ce que Dieu nous donne encore? Moi, j'ai pensé à la ligne. Alors, attends, tu as dit la ligne de progression, tu as dit ça. Mais quand tu dis la ligne de progression, tu parles de quoi? En fait, moi, je pensais plus à la ligne Éden à Éden. Ah, d'accord. Ligne Éden à Éden. OK. D'accord. Ah, tu peux les... Oui, mais... Il faut bien qu'ils entendent que je donne les réponses sur Zoom. Non, mais justement, je te donne le micro. Alors, les réponses sur Zoom, tu as JB Pascal, méthodologie, Johanna JF, elle a dit ligne sur ligne, Dave et Dolly, ils ont dit structure, et Johanna JF, elle a dit enseignement parabole. Je suis coincée là. Ligne sur ligne, enseignement en parabole. Je vais mettre. Oh. Non, c'est bon. OK. D'accord. Moi, j'aurais rajouté la notion de dispensation. Ça, c'est vachement important. Oui. Je rajouterai aussi... je veux mettre aussi structure. Ok. Isaline, tu veux rajouter quoi? Je voulais juste... En fait, j'ai pas compris la proposition de Pascal sur la nature de l'homme. Alors, Pascal, tu veux expliquer ou pas? Alors, je vais le faire très rapidement. Quand on a étudié la nature de l'homme, on a étudié aussi la notion du péché, et ça nous a permis de voir que le péché, c'était un choix et non quelque chose qu'on subissait. Et par rapport à ça, ensuite, quand on est arrivé à l'étude, quand on est arrivé au cri de minuit donc c'était quelque chose qui nous préparait lorsque le message sur l'homosexualité est arrivé. On a décortiqué l'homosexualité en nous démontrant que l'homosexualité, n'était pas un choix et donc ne pouvait pas être un péché. Je le fais en rapide. Hein. Ouais, c'est bon. I got you. C'était compris. Mais cet élément-là, qu'on pourrait dire, peut-être qu'on pourrait dire que ce n'est pas un sujet prophétique, mais en fait, il l'est.
il est capital dans dans le développement de la compréhension du message du cri de minuit, sur la loi du dimanche. Si on n'a pas la nature de l'homme, on ne peut pas comprendre en fait. Hein. Non, il faut prendre le micro quand vous parlez, parce que sinon les gens sur Zoom ne vous entendent pas. Oui, parce qu'il enlève en nous, il nous refait, il nous reconstruit ce message-là. Parce que de la nature qu'on était conservatrice, il nous fait ressortir de cela. Et je rajoute ce que Chimène disait par rapport au bien. Voilà, c'est en lien avec ça. France-Lise. Et je trouve également que ça nous rapproche drôlement de la notion de la règle d'or, qui fait qu'on prenait d'abord les choses spirituelles avant le naturel, et ça compliquait les relations. Tu as Viviane qui dit aussi l'histoire de l'esclavage est de 88. Voilà. Histoire. De l'esclavage. Et de 1888. Ok. Voilà, donc c'est en lien avec la notion aussi de dispensation. Alors, je suis Elisa, d'accord pardon. avec ce qui est dit, mais en fait, alors, c'est peut-être un détail, mais j'ai l'impression que là, on mélange outils et messages. Alors, peut-être que c'est pas grave, c'est peut-être ce que tu voulais présenter, mais j'ai l'impression que... Parce que moi, outils, c'est plus parabole, les lignes, les structures. Et après, message, on va voir, je sais pas, les messages de l'esclavage, par exemple, de la nature de l'homme. Et après, les deux vont les uns avec les autres, si tu veux, mais en termes d'outils, je trouve ça, et de messages, je trouve ça différent. C'est bien. Parce qu'après, oui, dans les messages, on va avoir tout ce qui est arrivé, on va avoir le Torah Peace, on va avoir tout ça qui nous a permis après de comprendre. Et les outils, en fait, et c'est ce que Chimène disait tout à l'heure, les outils, en fait, pour moi, c'est dès le début, enfin, depuis le début, depuis 1989, ça nous a préparés à aujourd'hui. Oui, les lignes nous ont préparés aujourd'hui. Oui. Daniel 11, 40 à 45 nous a préparés. Enfin, tous ces éléments, les outils et les messages, depuis le début, c'est pour aujourd'hui, en fait. Oui, c'est pour aujourd'hui. Oui. Là, donc, j'ai rajouté outils et messages en fonction de ce que vous m'avez dit. OK. Oui, voilà, c'est ça. Alors, attends. Ah, pardon. Parce qu'ils sont difficiles à séparer, je disais, les messages et les outils. Tu disais quoi, Guylaine? Non, je disais que pour le message qui m'a vraiment, qui a révélé, enfin, je veux dire, ça fait comme un tilt en moi, c'était le taureau Apis, la fausse image de Dieu qu'on avait, et c'est pour ça qu'on tombait dans certains biais, quoi. Voilà, ça m'a vraiment révélé. Ok, je vous remercie. Donc, là, je vous invite on va revenir à la citation de l'ancienne Thèse, où elle nous disait que pour comprendre donc cet événement de la loi du dimanche, il faut qu'on retourne en 2014, parce que 2014, c'est un roc solide. D'accord ? Roc solide. Et dans le mouvement, vous savez qu'on est en plein consensus par rapport à cette balise. Donc, nous plaçons la LD en 2024. 2024, que ce soit juillet ou que ce soit novembre, ou 2025, d'accord? Mais nous comprenons que nous sommes vraiment dans l'histoire de la loi du dimanche. Ok? Nous sommes vraiment dedans. Nous sommes déjà à la loi du dimanche. Donc, et pour comprendre le fait que nous soyons déjà dans la loi du dimanche, eh bien, normalement, nous devrions le voir en 2014 pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer maintenant. C'est pour ça que je vous invite
à revenir en 2014, à revenir sur certains aspects de 2014. Et d'ailleurs, suite à ce que l'ancienne thèse nous disait, on a établi une charte, je ne sais pas si on peut la projeter, là, la balise de 2014, la loi du dimanche, la carte. Mais normalement, je l'ai mis là, sur... C'est ça, voilà. En fait, vous voyez bien que là, on est sur quelle ligne, là? On est sur la ligne des prêtres. Et la balise du milieu, on voit 2014. Et à cette balise, il y a plein d'événements, aussi bien au niveau des États-Unis, du monde et de la Russie. Mais moi, je ne vais pas partir dans tous les événements. Je vais m'arrêter sur la branche judiciaire. Parmi tous les événements, nous avons par exemple la purge du Parti républicain, nous avons le Gamergate, nous avons le changement climatique, etc. Donc je vous invite à revenir aussi sur cette charte. Mais moi, j'aimerais qu'on travaille particulièrement sur la branche judiciaire. OK? Nous avons lu une citation tout à l'heure qui nous disait que c'est par ses lois et par ses décisions judiciaires qu'une nation parle comme un dragon, et c'est par ces mêmes organes que la dite bête démentira les principes libéraux et pacifiques qu'elle a mis à la base de la chose publique. Donc, oui. Donc, en fait, nous devons regarder en 2014 à ces deux éléments de la branche du gouvernement américain au niveau des lois et au niveau des décisions judiciaires. Mais l'ancienne thèse, toujours dans une vidéo de 2020, elle nous dit, c'est la citation numéro 8, elle dit: les étapes que nous prenons en 2014 dans les branches législatives et judiciaires, ce qui s'est passé, si nous pouvons revenir en arrière, elle nous invite toujours à revenir en arrière en 2014 et voir la branche législative et la branche judiciaire, ce qui s'est passé, c'est une étape qui nous conduira à la loi du dimanche. 2014 est une loi du dimanche pour les prêtres, mais fait également référence à la progression qui est nécessaire pour arriver à Daniel 11, 41. Mais elle nous dit qu'elle essaie aussi de l'amener dans la présidence de Trump. Et pour quelle raison un changement dans la branche exécutive est nécessaire pour amener un changement ou mettre en place la branche législative et judiciaire afin qu'elle puisse parler comme un dragon? Ça signifie que Madame White, elle nous concentre juste sur la branche judiciaire et la branche législative, mais l'ancienne thèse, elle nous invite aussi à regarder à la branche exécutive. OK? Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons regarder ce qui se passe au niveau de ces trois branches en 2014. Enfin, à partir de 2014. Mais avant ça, nous allons faire une brève révision pour que ce soit bien posé dans nos têtes. Peut-être que pour la majorité d'entre vous, ça l'est déjà. 5 minutes, ben, très, très bien. Mais nous allons, pendant ces 5 minutes, nous allons voir en fait comment fonctionne le gouvernement fédéral au niveau des États-Unis. Alors, nous allons demander l'aide de chacun d'entre vous. Comment est constitué ce gouvernement? Comme la plupart des gouvernements démocratiques, vous le savez, il y a une séparation des pouvoirs. D'accord? Il y a une séparation des pouvoirs. Mais quels sont les différents pouvoirs que nous avons au sein du gouvernement américain? Alors, nous avons le pouvoir exécutif, OK? Tu peux, il y a une slide qui...
Le pouvoir exécutif, ok. Nous avons quoi encore? Le pouvoir législatif. Ouais. Le pouvoir, le système judiciaire. Ok, maintenant que nous avons dit ça, nous allons entrer dans les détails un tout petit peu. Le pouvoir exécutif, pour toi, Floranie, c'est quoi? Micro. C'est celui qui met en place ce qui doit se passer dans l'enceinte de la fédération, du gouvernement. Du gouvernement? C'est celui. C'est Voilà, oui, d'accord. On pouvait l'aider, Floranie? Oui. Plus de détails? Lequel tu me demandes? Oui, donc il y a le président. C'est le président. Oui. Le pouvoir exécutif, c'est le président, d'accord? Ok. Il met en place les lois fédérales, d'accord? Et il exécute une politique au niveau national. C'est le président, d'accord? Patrick, c'est bon pour toi? D'accord. Est-ce que tu peux nous dire, Patrick, pour le pouvoir législatif? Ce serait plus, je dirais, les députés, les personnes qui sont nommées, le Sénat américain. D'accord. Le pouvoir le président. Président. Mise en place des lois et politiques nationales. Le pouvoir législatif, vous m'avez dit, c'est quoi, Jean-Luc? Patrick, pardon. Le Sénat, les personnes qui parlent des lois. Qui font quoi? Parlent des lois. Je dirais en France les députés. Oui, ils ne font pas que parler des lois. Hein. Ils proposent des lois et votent aussi pour ces lois, pour la mise en place de ces lois. Voilà, ce sont eux qui rédigent. Hein, ce sont eux qui rédigent et ils adoptent les lois fédérales. Alors, comment s'appelle ce corps-là? C'est le Congrès. OK? Et dans le Congrès, nous avons 2 chambres. Maurice, tu peux nous dire quelles sont ces 2 chambres? Nous avons... Vadim va t'aider. Alors, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je trouve que c'est intéressant qu'on en parle quand même? Parce que dans les études, nous évoquons souvent ces sujets-là. On en parle souvent, Elisa. La Chambre des représentants... Enfin, pardon. On parle souvent. Mais en fait, il faut qu'on sache, il faut qu'on ait une image de ce que ça représente pour qu'on comprenne les implications, en fait. Tu vois, Joël? Vas-y. Le Parlement et le Sénat? Alors, nous avons le Congrès qui est constitué du Sénat, le Sénat plus... Le Parlement, non? La Chambre des représentants. Okay. C'est intéressant qu'on le pose pour pouvoir développer ce qu'on va voir après. Oui, je vais essayer, Chimène. Je vais essayer. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Congrès. Et donc, on a dit que le pouvoir législatif, il fait quoi? Il rédige, adopte les lois. OK.
Alors, maintenant, au Sénat, ils sont combien de représentants? Combien de sénateurs? Ils sont 100 sénateurs, 100 membres. Et au niveau de la Chambre, ils sont combien? Ils sont 435. Mais justement, par rapport à ça, c'est bien que tu... Enfin, j'aime bien ce rappel parce que pour ma part, déjà, je suis perdue dans le système américain, mais en plus, comparé avec le système français, des fois, certaines informations de ça, ils disent, bah ça correspond à peu près à ça en France. C'est vrai que je suis un peu perdue dans tout ça. Mais justement, moi, j'ai voulu le faire parce que ça m'a aidé moi. Donc, je me suis dit, si ça m'a aidé moi, ça pourrait vous aider vous. OK? Donc, voilà, le pouvoir législatif, il est composé du Congrès avec deux chambres, la chambre haute, le Sénat, la chambre basse, la chambre des représentants. La chambre, le Sénat est constitué de 100 sénateurs et la chambre basse est constituée de 435 députés 435 députés membres qui vont émettre ces lois. Ensuite, alors au Sénat, ce sont des sénateurs. Les représentants, ce sont des magistrats ou non, pas forcément des magistrats, mais je ne sais pas comment on les appelle. Ensuite, on a parlé du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Et l'autre pouvoir, c'était lequel? Le pouvoir judiciaire. Alors, le pouvoir judiciaire, quel est son rôle? Joël? Juger? Oui, pas que juger. Attends, il y a... Je voulais juste rajouter qu'au niveau du pouvoir législatif, ils ne font pas que voter des lois. Ils ont aussi d'autres actions telles qu'approuver le gouvernement ou faire des procédures de destitution, initier la procédure de destitution du président. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Elle approuve les nominations du président. Ça, c'est un rôle très important. Elle approuve les nominations du président, des ministres et des juges. Et c'est elle qui a la possibilité de déclarer la guerre. D'où la séparation des pouvoirs. Parce que le président ne peut pas de lui-même décider la guerre. Il doit avoir, de déclarer la guerre, il doit avoir l'approbation du Sénat. Oui, et les procédures de destitution. Il y a quelqu'un qui vient parler. Le pouvoir judiciaire, alors? Quel est le rôle du pouvoir judiciaire? Alors, il est constitué de combien de personnes? Alors, tu as 9 juges. Oui, là, ben, je suis au niveau fédéral. Quand on parle du pouvoir exécutif, on est de... Oui, mais là, je suis au niveau fédéral. Parce quand on parle du gouvernement américain, que c'est la composition du gouvernement américain, on dit qu'il y a les 3 branches. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc là, on est au niveau, au high level. Voilà. Donc, le pouvoir judiciaire est constitué de 9 juges. Ces 9 juges sont nommés à vie. Mais quel est leur rôle? Là, on se situe au niveau de la Constitution. Ils vont juger la constitutionnalité. Je ne sais pas si ça se dit. Si, c'est ça. Des lois. Des lois. Ils vont voter discuter de la constitutionnalité des lois qui sont proposées par le législatif. D'accord? Donc, le pouvoir judiciaire,
on a dit qu'ils sont là pour interpréter. Ils sont là pour interpréter et veiller au respect des lois de la Constitution. OK? Mais le président, vous ne me l'avez pas dit. Le président, on a dit qu'il est là pour mettre en place les lois et mettre en place une politique au niveau national. Mais le président, il fait aussi autre chose. Et vous l'avez vu de façon... Il peut émettre des décrets, des executive orders. Et vous voyez que le président actuel, il fait souvent ça. Et quel est l'intérêt de ces décrets? Il passe outre la validation du Congrès. C'est ce qui permet, en fait, d'aller plus vite. Et comme tout gouvernement, comme dans tout pays, un président, quand il rentre en fonction, il s'attend à être soutenu aussi bien par le pouvoir législatif que par le pouvoir judiciaire. Parce que pour qu'il puisse mettre en place sa politique, il faut qu'il ait le soutien de ces deux organes-là. D'accord? Ça, c'est normal. Mais nous allons voir comment il y a, depuis quelques années, vraiment une politisation de ces deux organes, le législatif et le judiciaire. Et nous allons nous concentrer particulièrement sur le judiciaire. Parce que la politisation du système judiciaire va amener un changement de l'environnement politique, sociétal aux États-Unis, parce que, comme nous l'avons dit, ceux qui sont nommés en tant que juges à la Cour suprême, la plus haute instance institutionnelle du pays, sont nommés à vie. Ça veut dire qu'ils sont là pour changer vraiment la politique du pays, pas seulement pour 4 ans, 8 ans, mais pour des décennies. D'accord? Je vous invite à prier avec moi pour clôturer cette première partie. Oui. Je regardais effectivement comment on nomme les représentants de la Chambre là. Alors, comme Chimène a dit, congressman, représentant, membre du Congrès, ou alors souvent ils sont désignés par un préfixe qui est l'honorable. Honorable. Éternel, nous voulons te remercier pour cette première partie où nous avons pu réviser la façon dont tu as conduit ton peuple. Nous voulons te demander de continuer à nous instruire, continuer à nous enseigner, et nous te demandons de nous aider à prendre conscience, en fait, de l'importance de ce que nous sommes en train de voir et quelles sont les implications de tout ce que nous pouvons apprendre par rapport à l'avenir prophétique. Visite ton peuple, Seigneur, qui s'est réuni et qui se réunit en ce jour. C'est en Jésus que je te prie. Amen.